TF1 20h avec Roger Giquel. Après l'accident de Chicago, coup de tonnerre dans le monde de l'aéronautique, Washington décide d'interdire de vol tous les DC-10 des compagnies américaines. Hausse des prix, plus 1% en avril et nouveau record de l'or, l'inflation s'accélère dans le monde, l'analyse d'Emmanuel Delataille. Avec ses partenaires européens, Valéry Giscard d'Estaing célèbre ce soir à Athènes l'adhésion de la Grèce au marché commun. Bernard Hinault au sommet de sa forme, à quelques semaines du Tour de France, il vient de remporter haut la main le Dauphiné libéré. Bonsoir. Tous les avions Douglas DC-10, en effet, qui volent aux États-Unis dans diverses compagnies aériennes, sont interdits de vol jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à, je suppose, qu'ils soient tous vérifiés. La décision grave, importante, a été prise par l'administration fédérale de l'aviation civile américaine, et cela, naturellement, à la suite de la catastrophe de Chicago qui a causé, je vous le rappelle, la mort de 273 personnes quelques minutes après le décollage, vendredi dernier. L'administration américaine a pris cette décision à la suite des premiers résultats de l'enquête et auparavant, le constructeur McDonnell Douglas avait demandé aux 41 compagnies qui, dans le monde entier, exploitent 280 DC-10 et transportent chaque jour 137 000 passagers, de procéder à des vérifications immédiates des systèmes de fixation des réacteurs, car c'est cela qui est en cause, nous le verrons dans un instant. En France, la compagnie UTA exploite 6 DC-10. Cette compagnie est-elle indirectement concernée par cette interdiction de vol prononcée par les Américains et qui n'est pour l'instant valable que pour les compagnies américaines? Eh bien, nous ne le savons pas encore, nous le saurons sans doute tout à l'heure. Il y a seulement 2 indications que je puisse vous donner pour l'instant. L'aviation civile américaine a demandé aux compagnies aériennes étrangères de prendre une décision identique, l'arrêt de vol des DC-10. En fait, l'interdiction peut être prononcée chez nous par la direction française de l'aviation civile, par le secrétariat général de l'aviation civile, et celle-ci indiquait cet après-midi qu'elle faisait confiance aux autorités américaines et qu'elle se conformerait à ces décisions. À l'heure actuelle, j'ignore si cette décision a été ou sera prise en France. Ce que je sais, c'est que la compagnie UTA a procédé à des vérifications de tous ces appareils. Et ce qui est en cause, c'est un boulon, un simple boulon de fixation du réacteur qui s'est rompu. C'est ce que disent en tout cas les premiers résultats de l'enquête américaine. Ce boulon cassé en deux a été découvert à 2,5 km du lieu de l'accident. Une fois ce simple boulon rompu, les autres points de fixation du réacteur auraient cédé l'un après l'autre. Un photographe amateur de Chicago a pris 2 photos saisissantes, juste à ce moment-là. L'avion, déséquilibré par la perte de son réacteur, a littéralement basculé. N'oublions pas qu'il était en plein décollage, en pleine poussée. Ensuite, le même photographe a pris l'impact au sol et l'explosion. Jean-Pierre Quittard a enquêté aujourd'hui auprès de la compagnie UTA, la seule, je vous le rappelle, à exploiter des DC-10 en France. Pour bien comprendre ce qui s'est passé vendredi soir à Chicago, tout de suite après le décollage du DC-10 d'American Airlines, il faut regarder très attentivement la structure de l'appareil. Vous avez d'abord en bas la partie réacteur proprement dit, un réacteur General Electric de 24,5 tonnes de poussée. Mais ce réacteur, vous le voyez, n'est pas fixé directement à l'aile. Il est fixé à l'aile par l'intermédiaire de cette pièce de métal qui s'appelle un pylône et qui est arrimée elle-même à la voilure, à l'aile donc, par un système de 3 vérins ou de 3 attaches si vous préférez. Et c'est le boulon de l'une de ces attaches qui a d'abord cédé, entraînant l'arrachement de ce premier lien avec la voilure, puis, en raison de la vitesse et de la vibration, car l'avion était en train de décoller, l'arrachement progressif du deuxième, puis du troisième système d'attache, ce qui a précipité le tout, le pylône bien sûr, et le réacteur, en tout et pour tout environ 5 tonnes, vers le bas. Vous comprendrez très vite que cette masse de 5 tonnes partant d'un seul coup, d'un seul vers le bas, a déséquilibré l'avion. Et surtout, le plus grave, c'est qu'en étant arraché de cette aile, eh bien, une partie de la voilure, une partie de ces tôles qui sont juste au-dessus de moi, eh bien, sont parties également, entraînant bien entendu le déséquilibre de l'appareil. Et les pilotes n'ont absolument rien pu faire, car l'avion était déséquilibré et il était surtout trop bas, 200 mètres d'altitude environ, puisque l'appareil était en pleine procédure de décollage. Et cela remet bien évidemment à l'ordre du jour le problème de la sécurité et des vérifications régulières qui sont faites à bord de tous les appareils en général, et en particulier du DC-10, comme celui-ci,
puisque, nous l'oublions pas, il y a 5 ans, 1974, à Ermenonville, un DC-10 s'était écrasé, lui aussi, pour un problème technique. Dans le cas présent, que vous a demandé le constructeur du DC-10, McDonnell Douglas, à la suite de l'accident de Chicago? De faire des vérifications particulières? De vérifier, effectivement, de faire la vérification que les moteurs étaient bien suspendus sous les ailes. C'est chose faite? C'est ce que nous faisons au fur et à mesure que chacun de nos avions revient à sa base. C'est dire que finalement, chaque appareil qui repart de ce hangar est bon pour le service? Absolument. Nous n'avons du reste observé au cours de ces vérifications aucune anomalie. Bien, en tout cas, nous en saurons davantage tout à l'heure. Monsieur Antoine Weil a donné son avis et a dit que ces avions étaient tout à fait normaux et tout à fait en état de marche bien avant que la décision américaine soit connue. Alors, je répète, nous en saurons davantage tout à l'heure. J'ai appris juste avant ce journal que le secrétaire général de l'aviation civile et M. Weil, directeur général de l'UTA, tiendront une conférence de presse à 21 h pour dire si oui ou non les DC-10 sont interdits de vol, les DC-10 de l'UTA en tout cas. Alerte générale contre le rebondissement de l'inflation à un rythme accéléré dans le monde entier. En France, la hausse des prix en avril a été de 1%. Augmentation des services, des prix industriels, de l'alimentation, du pétrole et des matières premières, ça on le sait. Le dérapage des prix atteint 3,5% pour les 4 premiers mois de 79, soit plus de 10% en rythme annuel. Et ce retour de l'inflation à 2 chiffres, comme on dit, menace le redressement que l'on attendait du plan Barre, alors qu'il va terminer sa 3e année fatidique en septembre. Et sur le front des prix, les prochains mois seront vraisemblablement médiocres. Ce n'est pas un bon indice, a reconnu M. Monory en ajoutant que l'on pouvait trouver une consolation dans la réduction de l'écart entre l'inflation en France et à l'étranger. Dans le monde, en effet, de l'Amérique au Japon, les prix se sont aussi remis à galoper. Du coup, l'or bat encore tous les records aujourd'hui. À Paris, le lingot a grimpé de 7% en gagnant près de 3 000 francs pour frôler 43 000 francs le kilo. Avec Emmanuel Delataille, la nouvelle escalade des prix. Les points noirs sur les prix en France ne font que refléter un dangereux phénomène mondial signalé par toutes les bourses avec ses 3 dimensions, un retour en force de l'inflation, ressort fondamental, une furieuse bataille pour le partage des revenus et ses risques majeurs, rechute de la production et gonflement du chômage peut-être en 80. Primo, le retour de l'inflation est net en Amérique, plus 13%, et en Europe, France, Angleterre, plus 15%, et même l'Allemagne, autant en 3 mois qu'en 1 an. Ce réveil a été provoqué par la première véritable reprise de la production depuis la crise pendant les 6 derniers mois. Après avoir commencé à redresser leurs économies, la plupart des pays ont vu, dès la reprise des affaires, les factures s'emballer, prix des producteurs, salaires, comme le montrent les chiffres provisoires en France, et bien sûr, les prix des pétroles et des matières premières entre 20 et 30%, ce qui a fait flamber l'or et se tasser les valeurs en bourse. Secondo, ressort fondamental de l'inflation, une furieuse bataille partout pour le partage de l'augmentation du gâteau national entre ses prétendants rivaux que sont les entreprises pour les profits, les travailleurs pour les salaires, les États pour leurs charges et les fournisseurs de pétrole et de matières premières. À la première amélioration, tous ces groupes se sont précipités pour faire du rattrapage ou repasser les pertes à leurs voisins. C'est ce qui a relancé la course entre les prix et les revenus avec ses perdants et ses gagnants. Tertio, danger de rechute en 80. Comme toujours, l'inflation dérègle progressivement tous les circuits vitaux de l'économie. Revenus, demande, production, balance extérieure et se termine mal, rechute de la production et chômage accru. La reprise actuelle de la production pourrait continuer en se ralentissant jusqu'à la fin de l'année, mais l'inflation et le pétrole, qui obligeront sans doute le gouvernement à de nouveaux tours de vis, risquent de faire rebasculer l'Occident dans le marasme en 80, année de campagne présidentielle en Amérique et pratiquement aussi en France. Dans une bande dessinée, qui est sortie d'ailleurs pour la circonstance des élections européennes, dans cette bande dessinée qui s'appelle « Il était une fois l'Europe », on voit Zeus tomber amoureux d'une jolie princesse phénicienne qui s'appelle justement Europe. Et Zeus, pour la séduire, se transforma en taureau. Leur fils devint roi de Crète, et c'est de la Crète que partit la grande civilisation grecque. Voilà pourquoi le Premier ministre grec, Constantin Karamanlis, a pu rappeler tout à l'heure que l'Europe porte un nom grec et que sa civilisation est une synthèse de l'esprit hellénique, romain et chrétien. Certains trouveront peut-être ce retour aux sources quelque peu artificiel, quelque peu facile. En tout cas, c'est avec une certaine solennité qu'a eu lieu à Athènes aujourd'hui
la signature du traité d'adhésion de la Grèce au marché commun en présence de M. Valéry Giscard d'Estaing et des représentants des gouvernements de la communauté. Dès son arrivée à Athènes, M. Giscard d'Estaing a donné en langue grecque un prolongement à cette mythologie. Il est très important, a-t-il dit, que la France, fille de la Grèce classique, se retrouve sœur de la Grèce contemporaine. Je pense que vous nous allons entendre M. Giscard d'Estaing en grec. Iltha gia na phero ston Helleniko lao ton adelphiko heretismo ton laon tis Evropis. Pas facile. Nous allons aborder cette adhésion de la Grèce au marché commun sous deux aspects différents. D'abord, avec Gérard Saint-Paul sur la signature elle-même, puis Jean-François Robinet sur les données économiques, agricoles en particulier, de cette adhésion. La signature s'est déroulée au palais Zapeion, devant les 9 au grand complet, représentés par un chef d'État, donc 5 premiers ministres et 9 ministres des Affaires étrangères. Cérémonie historique, dira Constantin Karamanlis, historique pour un pays qui ne voulait pas rester en marge. Une preuve de plus que la communauté européenne n'est pas et ne veut pas devenir un club fermé et surtout pas un club de riches. Nous y voilà. La Grèce espère, grâce à l'Europe, une véritable pluie de bienfaits. Elle espère faire en 10 ans ce qu'elle aurait mis sans l'Europe 30 ans à réaliser. Voilà donc aussi pour les conditions économiques, mais bien au-delà du prix de la tomate ou de la pêche fraîche, Constantin Karamanlis avait une autre préoccupation, celle d'arrimer définitivement la jeune démocratie grecque à l'Europe et aussi peut-être, même s'il n'y a pas de défense commune, la protéger du danger extérieur et des éventuelles agressions. Pour lui, finalement, l'adhésion de la Grèce aujourd'hui et à l'horizon du 1er janvier 1981, c'est un pari sur l'avenir et une sorte d'assurance pour la Grèce. La Grèce et le marché commun sont déjà liés depuis 7 ans par un accord d'association, le premier du genre signé avec un pays méditerranéen. Il avait pour objectif de supprimer progressivement les droits de douane. C'est pratiquement fait dans le sens Grèce-marché commun. Dans le sens inverse, ils restent en moyenne de 15%. À partir du 1er janvier 1981, la Grèce aura 5 ans pour éliminer à son tour ses droits de douane. Pour l'agriculture, il lui faudra adopter le système de la libre circulation et des prix uniques. Afin d'éviter une concurrence trop vive pour nos produits méditerranéens, français et italiens, des taxes aux frontières ou montants compensatoires, cela accepté par nos agriculteurs, seront le cas échéant prélevés par la Caisse européenne. Depuis 4 ans, l'agriculture grecque a cessé de croître, mais la balance agroalimentaire reste favorable d'1 milliard de francs, ce qui permet à peu près d'équilibrer la balance des paiements avec les autres apports de devises que sont le tourisme et la flotte marchande. En Grèce aussi, l'exode rural a commencé, mais 35% de la population active reste agricole, 1 300 000 personnes, plus que d'exploitants agricoles français pour une surface 4 fois moindre. Nos agriculteurs seront-ils gênés? Certes, les Grecs produisent de l'huile d'olive, du vin, des fruits et légumes, mais les récoltes sont plus précoces et nous sommes déficitaires de presque tous les produits grecs, à l'exception des pêches, qui gêneront certainement nos producteurs du Roussillon et de la vallée du Rhône. Toutefois, des mesures de sauvegarde sont prévues en cas d'excédent. Pour nos éleveurs, en revanche, c'est un nouveau marché qui s'ouvre, puisque la Grèce est importatrice de viande et de produits laitiers. N'oublions pas enfin la situation géographique de la Grèce. C'est une tête de pont commerciale excellente vers le Proche-Orient et les pays de l'Est avec qui la Grèce pratique de nombreux échanges. Les communistes français voient l'histoire autrement que ce que je vous en ai dit tout à l'heure. Pour l'humanité, Giscard en Grèce, c'est le cheval de Troie supranational. Et Georges Marchais à Toulouse a dénoncé les dangers de l'élargissement, une nouvelle fois, il a dénoncé les dangers de l'élargissement du marché commun. L'Humanité, le journal L'Humanité, souligne également l'opposition du Parti communiste et du Parti socialiste grec à cette adhésion de leur pays. Georges Marchais avait d'ailleurs adressé une lettre à M. Giscard d'Estaing pour lui demander de ne pas signer ce traité d'adhésion. Réponse du président de la République à Georges Marchais. Vous méconnaissez les règles constitutionnelles. Je ne vais pas à Athènes signer un traité, comme vous l'écrivez de façon inexacte, mais pour manifester par ma présence en tant que président en exercice du Conseil européen l'importance de l'adhésion grecque. Ensuite, le gouvernement français veillera, comme tous les autres d'ailleurs pays,
à soumettre à son Parlement le texte de l'accord d'adhésion pour lui demander d'en délibérer et de se prononcer par un vote. Alors c'est ici que, tout naturellement, vient le débat en France sur les élections, le journal des Européennes avec le service politique de TF1. Rencontre en fin d'après-midi à Paris entre le secrétaire général du Parti communiste Georges Marchais et un certain nombre d'intellectuels qui ont appelé à voter pour la liste du PC le 10 juin prochain. Parmi ces intellectuels, le contestataire Jean Hellenstein. Le nouveau président d'Allemagne fédérale, Karl Carstens, à TF1, l'élargissement progressif des compétences du Parlement européen serait à la fois juste et conséquent. Jean-François Poncet sur RMC, les opinions des grandes familles politiques françaises sur la façon de construire l'Europe se sont rapprochées. Georges Sarr, socialiste, le Parti communiste se sert de l'Europe et des revendications légitimes des travailleurs pour faire prévaloir ses intérêts de boutique. André Diligent, centriste de l'UDF, nous ne sommes pas les partisans du tout ou rien, l'Europe politique sera la plus grande démocratie de la planète. Après Toulon et Annecy, Raymond Barre à Autun, en Saône-et-Loire, pour sa 3e réunion européenne. Parlant sous les portraits du général de Gaulle, de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing, le Premier ministre a mis l'accent sur la continuité de la politique européenne de son gouvernement. On a osé me reprocher d'avoir parlé devant les portraits du général de Gaulle, de M. Pompidou et de M. Giscard d'Estaing. On a inventé des raisons curieuses et inexactes pour lesquelles je n'avais pas le droit de le faire. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'accueille tout cela avec la plus parfaite indifférence et le plus grand mépris. Et je remercie les organisateurs. Je n'ai pas, en ce qui me concerne, la capacité d'oubli dont certains autres font preuve par rapport aux responsabilités qu'ils ont assumées dans le passé. Ce que je viens vous dire ce soir, c'est que le gouvernement français, que j'ai l'honneur de diriger, poursuit la politique européenne qui a été mise en œuvre dans l'intérêt de la France depuis 1950. Cette politique européenne, elle a été menée avec continuité par les mêmes hommes, par des hommes qui ont été les ministres du général de Gaulle, les ministres de M. Pompidou, et moi, à un niveau plus modeste, j'ai servi aussi les 2 présidents de la République dans cette construction continue qu'a été la communauté européenne. Le Centre d'information civique contre les appels à l'abstention pour le 10 juin. Vouloir l'abstention n'est ni défendable ni sérieux, dit-il, c'est trahir la démocratie. Il est inacceptable que l'on ose conseiller ou organiser la désertion des urnes. Alain Krivine, numéro 2 de la liste pour les États-Unis socialistes d'Europe, le marché commun actuel est une association de brigands. Jean-Louis Tixier-Vignancourt a présenté cet après-midi la liste de l'Union française de l'Eurodroite constituée par le Parti des Forces Nouvelles pour la défense des intérêts français dans l'Europe, la création d'un exécutif européen et contre l'avortement. Michel de Saint-Pierre, qui conduisait une liste de rassemblement de la droite française, avait dû renoncer mercredi dernier, faute de moyens financiers. C'est très simple. Les gens de droite, la droite en France, a été ravie de la constitution de cette liste. Elle a cru qu'elle avait les moyens. Quand elle a appris qu'elle n'avait pas les moyens et qu'il ne pourrait pas voter pour une liste correspondant à leurs opinions politiques et morales, alors à ce moment-là, ça a été un sursaut extraordinaire. Et en 10 ou 12 heures, nous avons reçu de quoi pouvoir poursuivre ce que j'appelle le plan Orsec, c'est-à-dire la campagne minimale, c'est-à-dire les bulletins de vote et les affiches. Et je vous donne un chiffre. En 12 heures sont arrivés 172 millions de centimes. D'après vous, qui sont vos électeurs? Nos électeurs sont ceux qui restent fidèles à, comme on l'a dit, une certaine idée de la France, mais moi je préfère à une certaine image de la France, partie intégrante de l'Europe, par son passé, par son courage et aussi, ne l'oublions pas peut-être, par sa culture.
Enfin, début demain à 19h40 de la campagne officielle télévisée du nouveau studio aménagé à la Maison de la Radio s'exprimeront successivement et pour 5 minutes chacune les listes de Jacques Chirac, François Mitterrand, Georges Marchais et Simone Veil. Cette campagne officielle prendra fin le 8 juin au soir. Une information dite sociale. Si le CNPF et les centrales syndicales ne parviennent pas à se mettre d'accord à l'issue de la négociation qui va s'ouvrir mercredi, qui sera longue et difficile, sur l'aménagement de la durée du travail, eh bien le gouvernement déposera un projet de loi pour réduire la durée hebdomadaire maximum, je dis bien maximum du travail, de 48 heures à 46 heures. C'est André Bergeron de Force ouvrière qui l'a annoncé ce matin après un entretien avec le Premier ministre. Je vous rappelle que la durée légale du travail est actuellement de 40 heures par semaine et vous savez qu'il y a un débat à l'échelle européenne pour la réduire progressivement à 35 heures. Pour l'instant, la durée légale est donc de 40 heures, mais par le moyen des heures supplémentaires, une entreprise a le droit de faire travailler 48 heures au maximum. C'est ce plafond qu'il s'agirait d'abaisser à 46 heures. On estime que moins de 40% des salariés de l'industrie font des heures supplémentaires. Les autres nouvelles de ce journal avec vous, Jean-Louis Burgat. Aucun mobile dans le meurtre des 2 petites filles près de Lyon. Le garçon de 20 ans qui est passé sans difficulté aux aveux la nuit dernière a expliqué qu'il avait rencontré par hasard les 2 enfants sur un terrain vague où ils venaient cacher du matériel volé. Après avoir parlé quelques minutes avec elles, il les a tués à l'aide d'une sorte de gourdin. C'est un véritable conseil de famille d'ailleurs, se doutant de quelque chose, qui a prévenu la police. À Orange, en revanche, on sait que c'est le racisme qui a tué. Après un incident dans la rue avec des marchands ambulants africains, 3 frères âgés d'une trentaine d'années sont allés mettre le feu à l'hôtel où logeaient ces Africains. En quelques secondes, le bâtiment fut embrasé. 2 hommes sont morts, carbonisés. 3 autres ont été sérieusement brûlés. Les 3 frères, rapidement identifiés par la police, ont expliqué, je cite leurs propos, « C'est les nègres qui nous ont cherchés ». Une affaire aussi lamentable dimanche soir dans la banlieue parisienne. Pour régler un différend pécuniaire, 2 hommes ont joué au western dans la cour d'un pavillon. Pendant plusieurs minutes, embusqués dans des portes cochères, ils se sont affrontés à coups de pistolet, tirant sur tout ce qui bougeait. Les 2 forcenés sont grièvement blessés, mais ils ont atteint aussi une 3e personne. La police a dû à son tour aussi sortir ses armes pour les séparer. On a appris en fin d'après-midi la mort de M. Georges Dayan. M. Dayan, membre du comité directeur du Parti socialiste, sénateur de Paris, était un ami très proche de François Mitterrand. Négociations toujours dans une impasse totale à San Salvador, où l'ambassade de France est en état de siège. L'envoyé du gouvernement français est rentré samedi à Paris sans résultat. Il avait obtenu l'asile politique au Panama pour les révolutionnaires, mais ces derniers entendent rester au pays. Le Ku Klux Klan relève la tête depuis quelques mois aux États-Unis et tout particulièrement dans son fief, l'État d'Alabama. Les membres du Klan ont repris plusieurs fois leurs cérémonies lugubres depuis le début de l'année dans de petites villes de cet État du Sud. Ces manifestations déclenchent à leur tour la réplique des Noirs et cela se termine généralement en violentes bagarres de rue. Au cours du week-end dernier, cela s'est très mal passé. 3 personnes ont été grièvement blessées au cours d'affrontements qui ont duré plus de 24 heures. Tout a commencé par une marche de protestation des Noirs. Les membres du Ku Klux Klan ont intercepté la manifestation à un coin de rue et ont tout simplement ouvert le feu. Les Noirs ont riposté. On a relevé des blessés dans les 2 camps. La Transat en double en tête par rapport à la distance restante à parcourir. Premier, Jean-Claude Parisis sur Fernande. Derrière lui, Eugène Riguidel sur VSD, le trimaran, VSD qui est un trimaran. Ensuite, Kersozon sur Critère 6. Tabarly est 11e et Brittany Ferry, avec notre confrère Stéphane Magnier, est 15e. Météo très difficile avec des vents contraires. Ce classement est, il faut le rappeler, très provisoire. Le jury Femina célèbre cette année son 75e anniversaire. Il vient d'attribuer son prix Vaccaresco 79, destiné à récompenser un essai, à Claude Vigier pour un ouvrage qui s'appelle L'art et le démoniaque, publié chez Flammarion. Le temps, eh bien, tout de même, ça s'est arrangé ce lundi dans toute la France. Les températures sont devenues plus agréables. En début d'après-midi, elles étaient comprises entre 13 degrés en Bretagne et 28 degrés au Pays Basque. Et demain, alors, de la Vendée au Pas-de-Calais, les nuages resteront abondants avec quelques pluies intermittentes, mais ce sera juste localisé, comme vous le voyez là. Sur toutes les autres régions, le temps sera bien ensoleillé, malgré quelques nuages passagers, et les températures seront plus élevées que celles d'aujourd'hui.
Si j'en crois l'équipe et d'autres spécialistes sportifs, le tournoi des internationaux de France, le tournoi de Roland-Garros, qui a commencé aujourd'hui sous le soleil avec des tribunes combles, sera le meilleur depuis 10 ans. Toutes les grandes vedettes seront là, de Borg à Villas, en passant par Connors. Manquera seulement McEnroe, l'Américain, et cela pour cause de blessure. Mais il était aujourd'hui à Paris au moment où s'ouvrait le tournoi, avec notamment les Français Goven, Dominguez et Proisy. Goven a été battu par l'Italien Oclepo en 4-7 et Patrice Dominguez a éliminé Patrick Proisy en 4-7. Ce tournoi sera l'événement sportif en France pendant 15 jours. Ce week-end, l'événement, il ne fallait pas le chercher, en tout cas dans la finale du championnat de France de rugby. On ne peut pas tout faire à la fois, se battre comme des chiffonniers et faire un beau match. Narbonne, le champion, méritait mieux pour son image de marque. En revanche, l'événement, c'était le Grand Prix de Monaco, le brio des Ferrari, la victoire de Scheckter, la grande classe de Lafitte et le panache de Depailler pour les Ligier. Et dans cette course passionnante, les héros malheureux n'ont pas manqué au milieu du cimetière des voitures. Il faut sans doute aussi saluer le courage de toute l'équipe Renault. Rendez-vous à Dijon, ont-ils dit, dans un mois pour le Grand Prix de France. Reste un autre événement sportif qui s'achève aujourd'hui, la fantastique victoire de Bernard Hinault dans le Dauphiné libéré. Lui aussi porte le maillot Renault. Et il a été une véritable Formule 1 du vélo, comme s'il avait un triple turbo dans les jambes, un triple turbo qui ne lâche pas de temps en temps. Aujourd'hui, Bernard Hinault, Dossard 87, a naturellement gagné l'étape contre la montre. 36 km autour du lac d'Annecy, c'est sa spécialité. Vous le voyez ici, rejoindre l'Huberding, le second au classement général. Le rejoindre et bientôt le dépasser. Bernard Hinault remporte donc le Dauphiné libéré, mais ce qu'on retiendra surtout, c'est l'extraordinaire étape d'hier qui, pour Jean-Michel Leliot, est un véritable morceau d'anthologie dans le sport cycliste. Et Jean-Michel Leliot sait ce que valent les mots. Dimanche, sur 200 km et 4 cols, sous une pluie battante, ils ont tous crié grâce. Zotemelk frigorifié, franchissant la ligne avec 19 minutes de retard, requinqué dans les derniers kilomètres grâce à un bidon de whisky tendu par son directeur sportif Jean-Pierre Danguillaume. Van Impe, le petit écureuil, forcé à la retraite anticipée, paralysé au point de ne plus pouvoir guider sa machine dans les descentes de col. Kuiper KO à 25 minutes et bien d'autres encore. Tous, sauf l'Huberding, jeune Hollandais fringant qui a connu le déshonneur cet après-midi d'être rejoint par le Breton dans le dernier contre-la-montre d'Annecy. Mais la supériorité de Bernard Hinault s'explique par plusieurs raisons. Une remarquable préparation, choisissant la décompression nécessaire avant les grands rendez-vous. Un entraînement très dur et judicieux. Il fut le seul à reconnaître l'école du Dauphiné avant la course et au rythme de la course afin d'habituer son organisme au petit braquet. Un programme bien équilibré, fruit de l'organisation du maître tacticien qu'est Cyril Guimard. Une volonté qui se lit sur son visage, reflétant la rage de vaincre, l'orgueil nécessaire du champion. Et enfin le bénéfice de l'âge, il a 7 ans de moins que ses grands adversaires battus hier. Dans le peloton, on le baptise le blaireau. Le dictionnaire indique animal, de forme massive, actif toute l'année, qui provoque de très sérieux dommages. C'est une excellente définition. Voilà, et rendez-vous avec Hinault, sans doute, dans le Tour de France et à l'arrivée. Dernier journal, Maurice Olivary, vers 23 h. Merci de votre attention. Merci au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité.